va faire, Anthony? Est-ce que tu peux simplement m'appeler sur Skype? Pas par la room, je vais essayer autre chose. Oui, je peux faire ça. Je te... Oups. Oui, tu n'es pas connecté, évidemment. Attends, je te file mon truc. Il est où? Raphaël, tu m'entends? Oui, oui, je t'entends. Ah, voilà. Attends, tu es Ok. où? Ah, tu es par quel canal, là? Par Skype. Je t'ai rappelé en fait, mais sur Ah oui, Skype. ok. Autant pour moi, désolé. Et ça a décroché. Osana, sorry. Ah ben voilà, nickel. Ok, ouf. Alors. Ah, te voilà, super, 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 super. Et hop. Et voilà. Alors, un petit instant. Bonjour à tous. On est de retour. Je coupe la musique. Ça a été un peu rock'n'roll, mais voilà. Donc, re-bienvenue à tous et bonjour à toi, Anthony. Bonjour. Je vais rapidement changer le titre de l'émission. Pareil. Et donc, nous voilà. Donc, re-bienvenue à tous. Pour ceux qui étaient là, pour ceux qui ne sont pas là, donc bienvenue sur Futur Immédiat. Attendez, parce que
Voilà, il faut que je me réinstalle un peu après tout ce bordel. Voilà, je vois que mes lampes sont fort rouges aussi, ça je vais régler. Hop. Ou alors c'est moi qui ai eu tellement chaud que voilà. Donc, bienvenue pour cette émission Signal Fort, comme tous les mardis. On parle d'un thème autour du futur. Ça peut être plein de trucs. Ça peut être l'intelligence artificielle, l'espace, les robots, la décroissance, la permaculture. C'est vraiment, voilà, on essaye de trouver, l'idée c'est de se faciliter la compréhension et l'imaginaire du futur. Enfin voilà, on essaie d'explorer tout ça pour comprendre. Et donc aujourd'hui, on va parler économie circulaire. Donc merci à toi Anthony d'être présent. Ah attends, parce que je vois que je fais des bêtises. Économie circulaire, voilà, je mets le nom de l'émission encore à jour. Et après, à nous deux, à nous trois, à nous 1000, à nous 40. Et donc voilà. Okidoki. Anthony, bonjour, désolé pour ce début un peu rock'n'roll. Pas de souci. Voilà, il faut savoir qu'on tentait une expérience que je n'avais absolument pas prévue au moment où on a décidé de faire l'émission ensemble. On a open sourcé le début du master en communication digitale à l'IEX et on l'a fait sur Twitch. Et donc la fin du live précédent était en même temps que le tien. Et j'avais imaginé une transition beaucoup plus smooth. Mais voilà, c'est la loi de Murphy. Et donc voilà. Donc, Anthony, bienvenue. On va parler économie circulaire. Et donc, est-ce que tu peux d'abord peut-être dire à nos charmants viewers qui tu es et comment tu en es venu à ce super sujet qu'est l'économie circulaire? Oui, avec plaisir. C'est un petit parcours quand même. Donc moi, j'ai commencé comme ingénieur chimiste, donc plutôt spécialisé dans la valorisation des bioressources. Et rapidement, en fait, j'ai commencé à travailler donc sur des dossiers techniques en entreprise. Vraiment de valorisation de ressources polysaccharides principalement, mais aussi quelques glycérols, enfin bref, des molécules issues du végétal principalement. Ah, ok, parce que j'allais dire là à mon avis, voilà. On avait perdu pas mal de monde, mais donc tu travaillais sur du végétal, quoi. Voilà, principalement du végétal et en substitution des ressources pétrochimiques. Donc l'idée c'était comment on peut se baser sur des ressources issues de renouvelables pour remplacer des molécules issues de pétrochimiques. Très intéressant au niveau intellectuel. Moi, j'adore la chimie, donc je m'y retrouvais bien. Par contre, là où je me retrouvais un peu moins, c'était en termes d'impact, parce que ce que je voulais, c'était réellement contribuer à un changement. Et malheureusement, en fait, on avait des blocages assez importants au niveau économique. Et là, moi, je me sentais pas doté, en tant qu'ingénieur, des capacités de comprendre les enjeux économiques. Ce qui est assez paradoxal pour un ingénieur parce qu'on est tout le temps dans les chiffres et là moi j'étais bloqué à des meetings go-no-go par le business unit manager qui me disait ben non, il n'y a pas de viabilité à ce projet-là, et moi j'avais l'impression que si. Donc je me suis dit bon, il faut vraiment que je reprenne mes études. J'ai fait une école de commerce justement en management d'innovation et entrepreneuriat. Et en fait, à la fin de cette école de commerce, tout ce que je peux dire, c'est que malheureusement, le business unit avait complètement raison. Et à chaque fois qu'il bloquait un de mes projets, même si ça me gênait beaucoup de le reconnaître, en fait, il y avait de réelles raisons au niveau économique. Moi, je faisais tous les calculs du côté plutôt dépenses, mais avec justement très peu les capacités à l'époque de pouvoir regarder aussi sur les rentrées et sur les évolutions en termes de consommation, etc. Donc voilà, c'est ça où ça a été assez utile. J'ai travaillé comme consultant en stratégie d'innovation, où j'ai aidé des entreprises justement dans le développement de projets dans le durable, mais pas que. Et j'ai découvert dans cette expérience en cabinet de conseil quelque chose qui m'a beaucoup plu, c'est l'accompagnement de régions dans la mise en place de stratégies régionales. Et donc voilà, c'est comme ça que je suis arrivé aussi à travailler pour la région Bruxelles-Capitale sur la stratégie en économie circulaire, où on a œuvré depuis 2014 en fait à mettre en place justement
une stratégie pour stimuler l'économie circulaire. Ça, c'est un des volets de mon boulot. Et l'autre volet, c'est que j'accompagne des entreprises qui veulent s'insérer justement dans ce type de modèle d'économie circulaire, à bien comprendre les enjeux autour de ce type de modèle, les enjeux environnementaux, mais les enjeux économiques. Et c'est ça qui est vraiment intéressant aussi autour de l'économie circulaire, c'est qu'on va lier les deux suffisamment fort pour qu'on ne peut plus dissocier l'un de l'autre et on ne peut plus penser l'économique sans l'environnement, on ne peut plus penser l'environnement sans réfléchir aux enjeux économiques. Ok, mais alors merci d'abord pour cette présentation claire. Alors, à mon avis, d'abord, la première question pour ceux qui ne seraient pas au courant, c'est quoi l'économie circulaire? Merci Matt pour le lien. Alors, Matt devait être avec nous dans le live, mais suite à des problèmes techniques, il est dans le chat et je trouve que tu fais un travail fantastique dans le chat, Matt. Donc, merci parce que là, t'es vraiment, il ramène tous les liens, tous les trucs. Enfin, voilà. Un tout grand merci pour ça, Matt. C'est top. Et donc, c'est quoi l'économie circulaire pour la personne qui ne serait pas forcément au courant? Mais peut-être, paradoxalement, le plus simple pour définir l'économie circulaire, ça reste encore de l'opposer à l'économie linéaire et d'expliquer un peu ce que fait l'économie linéaire. L'économie linéaire, on le connaît pas sous ce nom-là, mais on le connaît tous, c'est l'économie telle que ça fonctionne aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait au niveau économique? C'est on va penser les systèmes comme une chaîne de valeurs avec linéaire, du coup, avec à chaque fois des étapes qui s'enchaînent. Et donc, c'est ce qu'en anglais, on appelle le take, make, use, dispose. Et donc, on va prélever des ressources naturelles, les enlever, les transformer en composants, puis les assembler en produits, les commercialiser, les distribuer. Et puis, en tant que consommateur, les utiliser. Et une fois qu'on arrive à la fin du cycle d'utilisation, les jeter. Donc, le dispose, s'en débarrasser en tant que déchet. Et justement, là où l'économie circulaire veut changer des choses, c'est que justement, on se rend compte que dans cet enchaînement, il y a vraiment des choses qui ne font pas sens d'un point de vue tant économique qu'environnemental. On arrive à une limite autour de ce modèle-là, qui a eu son avantage dans un certain paradigme, mais qu'on a complètement changé. Et dans le nouveau paradigme, en fait, ce type de modèle ne fonctionne plus. Ce qui est intéressant maintenant, c'est de penser en termes d'économie circulaire, et c'est-à-dire de ne pas s'arrêter justement à cette optimisation de chacun des étapes de la chaîne de valeur, mais à réfléchir beaucoup plus en systémique à comment on va pouvoir créer du lien entre les différentes étapes. Et donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ne pas considérer en fait que la fin de vie et le début de vie sont complètement déconnectés. En fait, il y a pas mal de liens et il y a plein d'endroits en fait où on peut reconnecter les chaînes de valeur pour faire en sorte qu'on continue à créer de la valeur autour de plusieurs cycles. Et là, j'insiste, c'est pour ça que j'ai pas encore utilisé le mot, mais il n'y a pas que le recyclage. On pense tout de suite recyclage, mais je vais vous montrer qu'il y a beaucoup plus de boucles de création de valeur qui existent et beaucoup plus de stratégies pour conserver cette valeur le plus longtemps. L'objet de l'économie circulaire, ça reste de supprimer la notion de déchet. Oui, alors ça c'est clair, mais déjà effectivement, voilà, c'est vrai que ça a l'air d'être plus complexe parce qu'il y a le recyclage, mais peut-être que déjà si tu veux que tout soit recyclé, il faut déjà concevoir tes produits autrement. Ça veut dire qu'aussi après, si tu les consommes autrement, c'est peut-être même plus la peine de les recycler. Enfin voilà, effectivement, on voit quand on réfléchit, ça fait quand même, il faut réfléchir. Ça fait quand même 3 heures que je suis en live déjà et je commence à plus être très fraîchi d'ailleurs. Et donc, le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas. Et par ailleurs, je ne sais pas si tu connais Philippe Samin. Anthony, qui est un architecte liégeois, qui dit un déchet, c'est une ressource mal placée. J'adore sa citation. Mais donc, tu disais, il n'y a pas que le recyclage. Alors là, je pense que ça, c'est super intéressant parce que, effectivement, c'est une idée reçue. Et donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme approche?
Mais je vais passer les différentes approches, mais par contre, j'aimerais juste rebondir sur cette citation parce que je l'aime beaucoup. Moi, ce qui m'a motivé aussi dans la conception de l'économie circulaire, c'est une maxime qu'on attribue à Antoine Lavoisier, qui dit tout simplement: rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Et moi, c'est ça qui a guidé tout mon jeune parcours scientifique à l'époque. C'était vraiment cette notion de dire: OK, une ressource ne devient déchet. Il faut bien comprendre ça, c'est une ressource ne devient déchet qu'à partir du moment où le système considère que sa valeur est négative. Et ça, c'est vraiment important. À partir du moment où on comprend ça, on se rend compte en fait que c'est un choix, le déchet. Concrètement, c'est le système économique, le système sociétal qui décide qu'à un moment, une ressource devient déchet. Parce que dans la réalité, entre guillemets, dans les flux physiques et dans la nature, une ressource n'est jamais déchet. Elle change d'utilisation, mais elle change pas, elle a toujours une valeur, et on le voit bien dans les cycles naturels, en fait, il n'y a pas de déchet. La ressource revient toujours à un moment et est toujours utilisée dans un cycle pour être revalorisée de manière organique, etc. Donc, je pense que c'est vraiment important de comprendre que, justement, il n'y a pas de déchets, il faut casser cette notion. Maintenant, si on revient sur, justement, qu'est-ce qu'on peut faire sur l'économie circulaire pour apporter des solutions. Nous, on a travaillé, en fait, bon, il y a pas mal de travaux, je ne vais pas les citer tous, mais Accenture a fait un travail assez intéressant sur un bouquin qui s'appelle From Waste to Wealth, du déchet à la richesse, justement, qui développe 5 modèles économiques autour de l'économie circulaire. Je ne vais pas reprendre les 5 modèles, mais il me semblait, nous, au sein de Hub, en fait, on a travaillé autour de ces 5 modèles pour arriver à 4 grandes stratégies qui permettent de comprendre aussi un peu ce qu'on peut viser dans l'économie circulaire. La première stratégie, elle est en début de cycle, justement, c'est le less is more. Comment on s'assure, justement, qu'on doit prélever moins de ressources vierges de notre capital naturel pour continuer à créer la même valeur. Et donc ça, c'est important parce que justement, tu parlais tout à l'heure d'éco-conception. On se rend compte aujourd'hui qu'il y a un vrai travail de design à faire autour d'un certain nombre de produits, mais aussi un certain nombre de services. Et ça, c'est quelque chose qui est souvent oublié parce qu'on me dit l'économie circulaire, ça ne concerne pas les services. Non, c'est faux parce que tout service va utiliser à un moment un travail de conception et va demander aussi une utilisation de matière ou d'actifs existants. Et donc là, il y a un vrai travail aussi sur ce less is more. Comment faire en sorte que dans la conception de notre proposition de valeur, on va être le plus économe en ressources que ça soit permis pour continuer à avoir une valeur similaire ou supérieure à la valeur précédente dans les offres. Ouais. Donc ça, c'est un point qui est vraiment extrêmement important dans les stratégies. Et donc, il y a le less is more. J'imagine, tu parlais des modèles de revenus. Donc, effectivement, plus passer sur de la location ou du service, histoire de faire converger les intérêts de la personne qui veut disposer de l'objet et de la personne qui veut vivre de la mise à disposition de l'objet. Et donc globalement, si tu me vends une voiture, tu as intérêt à ce qu'elle casse le plus vite possible, alors que si tu me la loues, tu as intérêt à ce qu'elle vive le plus longtemps possible, qu'elle soit upgradable, qu'elle soit... Donc voilà. Oui. Et donc, est-ce que... parce que, alors, je ne suis pas complètement... Dans 2 semaines, je reçois un invité où on parle justement de la toxicité ou la vertuosité des modèles économiques. Et donc, évidemment, ça m'intéresse particulièrement. À tes yeux, c'est quoi le facteur le plus efficace, justement? Parce que moi, dans ma conception, c'est le modèle économique. Mais pour toi, qui est plus dedans, et on parlera après de tes expériences pratiques, mais c'est... Voilà, et je sais que tu n'as pas fini de les énémérer, donc peut-être que je t'interromps trop tôt, mais c'est par volonté de mettre de la dynamique dans l'échange. Mais quel est, à tes yeux, les facteurs les plus efficaces et aussi les plus actionnables? Parce que c'est vrai qu'il faut aussi aller convaincre les gens qu'il y a un bénéfice, que ça vaut la peine de bouger la conception. Oui, effectivement, moi je te rejoins, c'est-à-dire pour moi c'est vraiment important cette réflexion autour du modèle économique. J'irais même un peu plus loin, justement, moi j'ai commencé sur la technique en me disant
si on développe les nouvelles technologies, ça va suivre forcément. C'est faux. Même si on a une super technologie, ce que j'ai observé, moi, c'est que les technologies vraiment très intéressantes, mais en avance sur leur temps, eh ben, un gros acteur économique va plutôt avoir la tendance à le protéger au niveau propriété intellectuelle et à le mettre dans le placard dans 15 ou 20 ans quand la demande sera là, quoi. Donc moi, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire autre chose. Par contre, justement, le modèle économique, c'est un facteur important. Et là, j'ajouterai une couche supplémentaire, c'est pour moi, il y a un facteur encore plus important que le modèle économique, c'est le facteur sociétal et les changements de comportement. Si on arrive à faire changer les comportements, des modèles économiques qui aujourd'hui sont irréalistes deviennent tout d'un coup fondamentalement viables, voire même profitables. Et donc là, il y a vraiment quelque chose où j'espère que les chefs d'entrepreneurs et les économistes vont rester très très agiles et adaptables dans les années qui viennent. Parce que justement, il n'y a pas qu'au niveau développement technologique que les choses bougent rapidement. On voit qu'en économie aussi, les choses bougent rapidement parce que les comportements sociaux bougent très rapidement. Et c'est ça, moi, qui m'intéresse beaucoup aujourd'hui, c'est de me dire, entre guillemets, même moi, au niveau personnel, j'avais pris le problème sous le mauvais angle, c'est-à-dire que j'étais persuadé que si technologiquement on apportait quelque chose de très fort, ça allait suivre. Mais en fait, la technologie suit s'il y a un mouvement de société qui va dans un sens, quoi. Par exemple, tu veux faire de la digital transformation, tu n'y arrives pas pendant 20 ans parce qu'il n'y a pas le pognon. Tu dis, attends, bougez pas. Tu vas chercher un truc genre, tiens, voilà le Covid, paf, dans ta gueule d'écolier, et pan, les écoles sont digital transformées. Tada! Comme quoi, c'est une belle opportunité. Non, mais c'est vrai. Quel superbe. Il y avait d'ailleurs ce mime au début du Covid avec qui a été en charge de la transformation digitale dans votre entreprise, le CEO, le CTO, le CIO, le Covid-19. Et effectivement, enfin voilà. Donc oui, le facteur sociétal. Alors dans le chat, vous pouvez poser les questions. Hein. J'ai rarement eu un chat aussi calme. Alors je sais qu'il y en a qui sont là depuis très longtemps, donc je ne sais pas si j'ai déjà eu un chat sur ce type de format aussi longtemps, parce qu'on fait parfois des couvertures live d'événements comme le lancement du Dragon de SpaceX, où là on va faire les élections américaines dans 15 jours, et donc là on stream 10-12 heures d'affilée, mais on n'a pas des conversations intéressantes. Voilà. Un peu comme ça. Bref, donc... Et comment est-ce que toi tu penses pouvoir justement, enfin pas comme tu penses, mais quelle est ton opinion sur comment on fait changer les habitudes des gens alors? Parce que du coup l'économie circulaire ça devient aussi comment dirais-je, du changement comportemental. Comment on génère le changement? C'est une très bonne question. Je ne pense pas avoir de réponse magique non et plus. quelque part, c'est pas ton scope d'expertise, hein, donc je ne t'en tiendrai pas rigueur. Non, mais par contre, c'est indispensable. Et donc, nous, c'est ce qu'on a quand même essayé d'activer. Concrètement, on est souvent sur ce problème de l'œuf ou de la poule qui arrive en premier. Et nous, en région Bruxelles-Capitale, on a vraiment pris le pli, la stratégie, dans le cadre du programme régional en économie circulaire, de commencer à stimuler l'offre. Pas pour dire qu'on va avoir tout d'un coup une offre en économie circulaire qui va être dense, mais au moins pour donner des exemples. En fait, nous, ce qu'on a voulu dans le premier travail autour du programme régional en économie circulaire, c'est stimuler l'offre économique pour démontrer justement aux Bruxellois que l'économie circulaire, c'est pas une économie futur lointain, mais c'est vraiment une économie qui peut se passer maintenant et qui peut se développer énormément si justement on lui fait confiance et on y croit. Et ça, on a commencé à avoir de très bons exemples. Enfin, moi, je pense à un des exemples les plus emblématiques de ça, c'est on a lancé un appel à projet sur l'économie circulaire. Je me rappelle encore de certains acteurs, on va dire plus économie traditionnelle, qui nous disaient mais pourquoi vous avez doté cet appel à projet d'1 million? C'est impossible. Enfin, vous aurez 3 personnes qui vont répondre. Il y a aucun acteur qui fait de l'économie circulaire sur Bruxelles. La première année, on a eu 80 candidatures. Je ne dis pas qu'elles étaient toutes excellentes, mais on en a retenu 30 qui étaient de beaux projets.
Et cet appel à projet, en fait, on en est à la 6e édition et on a chaque année de meilleurs projets. Et cette année, on a même eu des gros acteurs qui se sont positionnés et pas que justement la petite start-up qui vient de se créer, mais aussi des PME qui ont 10 ou 15 ans d'expérience, voire des grandes entreprises qui se sont dit que c'est le moment de lancer un projet innovant en région Bruxelles-Capitale sur cette thématique pour pouvoir le répliquer après. Donc là, oui, on commence à voir des choses. Alors, avant que je te demande, parce que ça, Oui. ça m'intéresse, des exemples, exactement, Mathéouche, je voudrais revenir sur la question de Sarah avant que je l'oublie. L'économie circulaire est-elle compatible avec les nouvelles technologies, des ordinateurs toujours plus fins, facilement transportables, la flexibilité des employés, etc. C'est une très bonne question. Elle est bien, Alors, Sarah, elle est bien. c'est ça. Euh, oui, pour moi, c'est entièrement compatible. Maintenant, justement, il faut voir comment on le fait de manière intelligente. Justement, il ne faut pas se cacher que sur l'économie circulaire, il y a aussi une réflexion autour d'une certaine sobriété et donc de pouvoir aussi utiliser les ressources au bon endroit et pouvoir faire des arbitrages. Par contre, justement, j'entends trop souvent l'opposition, on va dire, entre économie circulaire qui est très associée low-tech et la nécessité de développer de nouvelles technologies. Je tiens à le dire haut et fort, dans l'économie circulaire, on a énormément besoin de nouvelles technologies. Pour moi, une des technologies dont on a réellement besoin sur l'économie circulaire, c'est l'intelligence artificielle et la capacité aussi à avoir de plus en plus de données. Justement, on en parlait sur les modèles économiques. Dans l'économie circulaire, on se rend compte qu'il y a des étapes du cycle de vie du produit qu'on ignore ou en tout cas qu'on ne connaît pas suffisamment, et c'est la phase d'utilisation du produit. Et malheureusement, ça, à partir du moment où on a cédé la propriété aux consommateurs, on n'a plus d'informations. Alors que justement, j'ai pas fini l'énumération tout à l'heure, mais effectivement, les phases où on a beaucoup de marge d'amélioration, c'est sur l'utilisation par le consommateur. Justement, on pense souvent à l'éco-conception ou à la fin de vie, mais il y a énormément à faire pour s'assurer que le consommateur puisse utiliser au mieux son produit. Et ça, je pense qu'on peut avoir énormément de choses grâce à l'AI, grâce à la blockchain aussi, pour avoir une vision justement beaucoup plus holistique sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Aujourd'hui, en fait, le plus souvent, c'est quelque chose que j'ai pas beaucoup dit, mais sur l'économie linéaire, on a plutôt tendance à optimiser chaque maillon de la chaîne, mais sans réfléchir à l'entièreté de la chaîne. Pourquoi? Souvent parce que en fait, les acteurs économiques ont travaillé comme ça, c'est-à-dire à se dire, moi, mon boulot, si je prends quelque chose de simple, je fabrique des meubles en bois. Moi, mon boulot, c'est de fabriquer des meubles de manière efficace. Peu importe ce que le fournisseur de bois a fait au départ, et peu importe ce que mon client fera de mes meubles. Enfin, moi, Oui, je tout suis à fait. payé Et donc, il y a pour un ça. impact beaucoup plus grand de la relation et de la vision de toute la chaîne par rapport au reste de la chaîne, justement. C'est, tiens, Oui, je fais des meubles, mais je sais comment le mec prend son bois, et donc à la limite, je vais adapter ma fabrique de meubles en fonction de ça, voire avoir des discussions avec lui sur comment faire pousser le bois pour mes meubles. Enfin, exactement. quelque chose de beaucoup plus comme ça. Alors, il y a deux points, parce que moi j'ouvre beaucoup de portes et parfois je les referme pas. Alors, il y a deux points qui sont, un, cette énumération qui n'était pas finie intéresse beaucoup Tanguy, et je pense qu'il n'est pas le seul. Et puis ensuite, il y a les exemples en région bruxelloise Oui. qui vont super fort nous exciter, et là je serais très curieux. Mais peut-être d'abord l'énumération, Anthony, si tu veux Alors, bien. oui, énumération. Donc, le premier, l'assise mort, on en a parlé. Le dernier, donc, qui arrive tout enfin et dont on parle le plus souvent, c'est ce que j'appellerais le close the loop. Et donc là, c'est comment on ferme les boucles de matière, comment on s'assure que la matière revient. On pense souvent au recyclage. J'insiste là-dessus, le recyclage est une partie de la solution de l'économie circulaire. Donc, je ne dis pas du tout que ce n'est pas une solution. Au contraire, c'est une solution extrêmement utile, mais c'est la solution ultime. Pourquoi c'est la solution ultime? Parce que le recyclage, en fait, on va prendre de la matière et la ramener tout au début du jeu, quoi, tout au début du cycle de vie. Ce que ça veut dire, c'est que concrètement, c'est la voie de fermeture de boucle qui va détruire le plus de valeur. Parce que concrètement, enfin, si je reprends l'exemple du meuble, on va ramener
pas le meuble à l'état de meuble qui va être réutilisé, mais le meuble à l'état de matière première qui doit être ensuite reconstitué en composants, réassemblé en produits, commercialisé, redistribué, etc., etc. Justement, les boucles qui sont les plus intéressantes en termes de conservation de la valeur sont les boucles courtes, donc les boucles qui vont permettre une réutilisation assez rapide. Donc justement, le réemploi, la seconde main, ce sont des boucles qui sont extrêmement valorisables justement dans l'économie circulaire parce qu'elles demandent peu justement de destruction de valeur, peu de ramener à l'état de matière première, mais une utilisation directe avec un peu de créativité pour repenser peut-être un peu les usages, pour brander, entre guillemets, recommercialiser, rajouter de la valeur commerciale autour du produit. Après, il y a une étape aussi qui commence à se développer, mais qui est encore assez faible dans la production, c'est le remanufacturing. Et justement, là, ce dont on se rend compte et qui est assez intéressant, c'est qu'il y a pas mal de produits qui ont en fait une durée de vie qui est plus courte que leurs composants. Et ça, c'est assez intéressant en fait. C'est que si on prend des exemples tout simples, mais la voiture, on a des composants d'un véhicule automobile qui a une durée de vie plus longue en fait que la voiture elle-même. Et donc là, il y a un vrai marché pour ce qu'on appelle le nearly new, donc les produits en fait qui vont être reconstitués à partir de composants qui ont déjà eu une première vie, mais qui ont une résistance mécanique, une capacité à vivre plus longtemps. Donc ça, c'est le close the loop qui, comme vous voyez, offre déjà pas mal d'opportunités, tout simplement parce que c'est des choses qu'on ne fait plus dans notre économie actuelle. Mais par contre, il y a deux phases justement, et après je finis, c'est les quatre grandes stratégies, les deux phases qui concernent l'utilisation du produit. Et donc là, en termes de stratégie, vous avez le make it last, comment faire en sorte que le produit dure le plus longtemps dans le cycle. Et la deuxième stratégie que j'aime beaucoup, parce que c'est là où on a pas mal de gains, c'est pardon. Use it better. Donc, comment faire en sorte qu'on utilise mieux les produits. Et c'est là où il y a un exemple qui est assez marquant, de nouveau, c'est la voiture, où justement, il y a une étude très intéressante que McKinsey a fait au niveau de l'économie circulaire, qui montrait un peu tout le potentiel de l'économie circulaire pour l'économie européenne. Et là, ce dont on se rend compte, c'est que premièrement, une voiture n'est utilisée que 7 à 8% du temps pour son usage de mobilité. Donc là, ça fait déjà pas mal réagir en tant qu'utilisateur d'un véhicule. On se dit, OK, moi, en fait, ce que j'ai payé pour ma voiture, je n'en utilise que 7 à 8% de ce que j'ai payé pour la mobilité. Donc, ça remet pas mal de choses en question et on peut aussi se poser, en fait, pourquoi j'ai acheté la voiture? Et là, on se rend compte que l'achat d'un véhicule est plus souvent rien de lié rationnel, ouais. Voilà, et à d'autres valeurs que la mobilité, à des valeurs d'estime, à des valeurs de confort, mais pas du tout à des valeurs de C'est mobilité. ce qu'on appelle le job to be done. Oui. Si tu connais le concept, c'est Oui, je vois. si tu sais, tiens, je vends. En fait, Ouais. t'achètes pas une foreuse, t'achètes le trou dans le mur, en fait. Oui, Ouais. voilà. Mais donc ça, c'est un point important. Et en plus, quand une voiture est utilisée pour cette application mobilité, la réalité des transports en Europe, c'est qu'elle transporte en moyenne 1,5 passagers, alors elle a 4 places, quoi. Donc ça, c'est la moyenne européenne. Et on se dit, OK, donc j'utilise que 7 à 8% du temps, et quand j'utilise mal. Et c'est là où en fait on se rend compte qu'il y a des gains d'efficacité énormes dans l'utilisation des produits qui sont très souvent très mal utilisés. Donc on les utilise pas suffisamment longtemps, on les utilise mal. Quand on les utilise, on surconsomme de la ressource en termes de matières premières vierges et ensuite on les jette et on n'en fait rien alors qu'ils pourraient être réutilisés. Donc voilà, ça c'est tout ce qu'on peut travailler en tant que consommateur et en tant qu'acteur économique et il y a du coup tout un boulevard d'opportunités qui s'ouvre. Et alors, c'est pas un truc que tu as cité, c'est pas vraiment dans la circularité, mais c'est un concept que j'aime beaucoup parce qu'il quelque part il est circulaire aussi. C'est le take back management, c'est d'essayer d'avoir la régulation sur le fait de quoi que tu produises, c'est toi qui vas devoir le récupérer et le gérer. Et donc, Oui. voilà, tu as envie de produire des merdes, et ben tu sais quoi, t'as qu'à te démerder avec tes merdes et on verra bien si c'est viable. Un des symboles, tu parlais du fait des nouveaux paradigmes. J'aime beaucoup cette phrase qui circulait sur Facebook il y a quelque temps. Depuis quand extraire un
un minerai, extraire du pétrole dans le sol, le raffiner, le transformer en plastique, Ah oui, oui. en faire une cuillère jetable, et avec tous les déplacements que ça implique, et la mettre en plastique, la stocker, la prendre, aller au magasin, ça coûte moins cher que d'acheter une putain de cuillère lavable en fait en inox ou en argent ou en métal. Rien que Mm. ça, si tu réfléchis que c'est des matériaux qui sont minés, qui sont extraits et autres, il y a un non-sens dans la valorisation du coût réel des choses en fait. Mais ça, c'est un des problèmes récurrents et structurels sur l'économie circulaire, c'est-à-dire que fondamentalement, et ça c'est quelque chose où quand je le dis en conférence, il y a beaucoup de gens qui disent non, mais c'est pas vrai, mais en fait quand on creuse un peu, si, malheureusement, aujourd'hui, on ne paye rien en termes d'exploitation de matières premières vierges. Donc on paye le travail pour l'exploiter, mais on ne paye ni le pétrole, ni le fer, ni les pommes, on ne paye rien en termes de matières premières, on paye le travail pour l'exploiter. Tout à Et c'est fait. ça le gros problème, c'est que du coup on a créé un dogme économique où en fait, si le travail coûte cher, alors il vaut mieux prélever de la matière première qui, elle, coûte vraiment pas cher et qui a des coûts d'exploitation qui vont être moindres. Et donc c'est là où on se rend compte de certaines imbécilité au niveau tant économique, environnemental que sociétal, c'est qu'on a créé un jeu économique où les acteurs économiques sont encouragés à aller exploiter des failles du système, à aller exploiter des failles sociales et environnementales pour que ça leur coûte moins cher. Et ça, c'est un vrai drame. Et c'est pour ça aussi qu'en Europe, je pense qu'on aura une vraie explosion de l'économie circulaire à partir du moment où on aura un vrai tax shift, mais un tax shift du coup pour faire payer davantage les matières premières vierges dont on sait que le coût est faussé parce qu'ils sont exploités dans des pays où on ne paye pas le coût du travail. Aujourd'hui, on sait qu'il y a de vrais scandales miniers en Afrique et ça ne pose problème à personne. On sait qu'il y a des vrais scandales de production en Chine, et notamment en ce moment dans les actualités, je pense que de plus en plus de personnes ne peuvent plus se mettre la tête dans le sable par rapport au scandale sur la communauté ouïghour, et on continue à faire comme si de rien n'était. Mais si on payait vraiment pour le coût du travail, je pense qu'on retrouverait le vrai prix de nos matières premières qui doivent être exploitées. Et il y aurait plus de poulet à 2 euros et il y aurait plus, enfin il y a plein de trucs qu'il y aurait plus parce qu'en fait on vit à crédit et parce qu'on vit à crédit on dévalorise la valeur des trucs et donc on se permet de faire des trucs débiles comme des trucs jetables qui n'ont aucun sens Oui. pour gagner un micron de praticité. Oui non c'est clair, c'est clair. Et sur ton exemple, qui est un très bon exemple, enfin moi étant chimiste, je trouve que c'est quand même une aberration en ce moment. Je ne sais pas si on le réalise bien, mais on est en train de brûler quelque chose qui a pris 10 millions d'années à se mettre en place. On a des stocks limités en termes de pétrole. Pour arriver à arracher des atomes d'oxygène, en fait, c'est ça qui est assez intéressant dans la conception des gens. Le pétrole, c'est une énergie gratuite, alors que cette énergie gratuite, il a fallu des dizaines de millions d'années pour que la Terre puisse arracher des molécules d'oxygène aux chaînes de bois et de matières ligneuses qui ont pu se décomposer en pétrole. Donc Non, fondamentalement, oui, vas-y. non, je disais clairement, ça me paraît être un des challenges de notre époque, c'est de remettre la dépense d'énergie, de valoriser correctement la dépense d'énergie en fait. C'est étant Oui, donné qu'on a des ressources et de l'énergie limitée, en fait on est dans une partie à coût limité. Sauf qu'en fait, on ne s'en rendait pas compte parce que c'est un peu comme les bagnoles des années 60, on s'en battait les steaks qu'elles consomment 40 litres au 100 parce que mm. on en avait plein. Et en fait, c'est juste qu'à un moment, tu te dis, tiens, mais en fait, il y a un fond à cette cuve. Et donc voilà, et en fait, je pense que le vrai challenge, c'est... voilà. Et alors, si à un moment, il y en a un assez balèze que pour inverser la seconde loi de la thermodynamique, alors là, c'est fait. Mais pour l'instant, on n'y est pas encore, quoi. Donc, Là, on est mal parti. Mais par contre, on ça serait est... déjà génial si on arrive justement à se rendre compte qu'on arrive au fond de la cuve. Et ça va être très très compliqué. Oui, Parce qu'on bien a sûr. tellement d'intérêt à faire croire qu'on n'est pas encore au fond de la cuve. Enfin, justement, on a mis tout en place autour du système, ne serait-ce que boursier, pour faire en sorte de continuer à faire croire qu'on n'arrive pas au fond de la cuve. Et les acteurs sont incités aujourd'hui économiquement à continuer à faire comme si de rien n'était pour éviter justement un effondrement par manque de confiance des marchés. Et ça, c'est une réalité, hein. Enfin,
Aujourd'hui, les experts, en fait, il y en a plus un, même dans les gros acteurs pétroliers, qui sont prêts à promettre que la ressource pétrolière est en même quantité qu'auparavant. Mais on ne le communique pas trop fort sur les marchés parce que personne ne souhaite d'avoir une panique complète Oui, tout à d'acteurs fait. qui seraient... voilà. Plutôt que d'avoir une panique parce qu'on se rapproche du mur, on préfère attendre de l'être pris, comme dirait Sarah. Enfin, en tout cas, elle va dans le truc. Alors, il y a un débat sur les Ouïghours, mais hors sujet. Donc, je vais pas le ramener dans le stream, parce que ça sert à rien. Enfin, ça sert à rien. J'ai pas dit ça sert à rien à Groove, mais c'est pas, ça va pas circulariser le bazar. Non, j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de questions. Si quelqu'un se sent outré parce que j'aurais omis une question, qu'il se manifeste. Ah, ok. Donc, en gros, des Peut-être exemples. des exemples. Oui, voilà, c'est On n'a exactement toujours ça. pas donné d'exemple. Et c'est génial parce que, allez, c'est le côté que j'apprécie d'ailleurs dans le fait de t'avoir invité toi. C'est un peu comme plein de sujets. En fait, il y a plein de gens qui connaissent plein de trucs, mais qui en termes d'exemples ont parfois un peu du mal à en donner. Bon, toi, carrément, tu fais des appels à projets, tu vois passer des trucs. Donc là, clairement, tu sais non seulement ce qu'il y a, mais en plus, c'est quoi les bonnes idées. Donc, c'est quoi les vraies bonnes idées qui claquent de ces 3 dernières années là? Mais on en a plein, heureusement. Un exemple assez emblématique de l'économie circulaire en région Bruxelles-Capitale, je pense que vous en avez tous déjà entendu parler, c'est Permafungi. Permafungi, en termes de circularité, on est vraiment là en termes de ce qu'il y a d'assez poussé, quoi. Donc concrètement, pour ceux qui ne le connaissaient pas encore, Permafungi, eux, ce qu'ils font, c'est ils récupèrent du marc de café auprès d'entreprises pour le valoriser et faire pousser des pleurotes sur le marc de café. Donc ça, c'est déjà une première boucle très intéressante. C'est qu'ils vont permettre à des acteurs de valoriser leurs déchets, donc de ne pas le finir en déchets résiduels, mais de créer une valeur. Après, ce qui est intéressant encore plus, c'est qu'il y a une symbiose naturelle qui existe. Il y a Oui. Shidananda dans le chat qui demande si tu as fait ton test Covid. Très bonne question. Oui, j'ai fait mon test Covid, Ben voilà. mais je suis bien enrhumé. Et de toute façon, on est à plus de 10 km 50, donc tout va bien. Là, ça va. Et donc, pardon, excuse-moi de Non, t'avoir interrompu, Anthony. non, je disais, mais pour Permafungi, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en fait, on a une symbiose naturelle qui existe entre le champignon et le marc de café. Et en l'occurrence, en fait, le champignon est un des rares organismes sur la planète qui digère la cellulose. Nous, par exemple, en tant qu'humains, on digère pas la cellulose. Donc, si vous mangez du bois, c'est des molécules que vous n'avez pas digérées. Par contre, les termites et les champignons, eux, ce sont des rares organismes qui digèrent la cellulose. Et en l'occurrence, le gros avantage, c'est de faire pousser du pleurote sur du marc de café, va faire en sorte que le marc de café va être décomposé et va pouvoir être utilisé comme compost après directement dans l'agriculture urbaine. Et donc ça, c'est quelque Donc en chose qui... fait, grâce à Permafungi, non seulement tu te chopes de la pleurote, mais tu reconditionnes du beurre de café a priori inutile dans une matière exploitable. Exactement. Mais Voilà. c'est fantastique, ils sont bien. C'est Permafungi quand même, ça c'est pas mal, non? C'est très cher à la revente, Permafungi, My Two Cents. Je ne sais pas, tu as plus de détails, visiblement tu connais, donc ça c'est bien, Matt. Moi je connaissais pas Permafungi. Ah oui. Euh, Oui, effectivement, c'est un peu le revers de la médaille. Permafungi, c'est plus cher que d'acheter des pleurotes qui ont été poussées en masse. Ça, c'est clair. Par contre, justement, c'est toute la valorisation des externalités positives qui ont été créées. Parce que Permafungi, c'est de la production en ville, de la réinsertion professionnelle. Il y a tout un ensemble d'éléments qui font que le pleurote produit est très intéressant aussi pour la société dans son ensemble. mais Donc,
Oui. Un truc comme Permafungi. Donc pour l'instant, globalement, en fait, ça coûte plus cher d'acheter les pleurotes qu'on a produits avec du marc de café et autres. Mais est-ce qu'à scale, ça pourrait pas redevenir moins cher? Enfin, tu vois, alors je ne sais pas, mais je pose la question. Il y a plein de trucs que on pourrait arrêter tout de suite parce que complètement débile. Je m'explique. Les usines de séquestration au carbone, c'est le truc le plus, en apparence, le plus débile au monde. Oui. Parce que, ok, mais plante des arbres, tu vois, globalement, tu auras des meilleurs résultats. Sauf que on voit que déjà les performances de ces trucs sont en full augmentation. Mm. Et si on ne recherche pas, on n'aura jamais que l'arbre, qui est génial. Mais visiblement, on sait que c'est pas une solution parce que on peut planter des millions d'arbres. Oui, ok, mais sur quelle terre? Mais sur celle-là. Ah, c'est marrant parce que c'est aussi les millions d'hectares qui ont été choisis pour planter du truc pour le bio. Donc, il y a un Oui. moment où on doit aussi concentrer. Donc, voilà. Peut-être que Permafungi, c'est la pleurote la moins chère. Est-ce qu'il y a une... Donc, ma question, excuse-moi Anthony, c'est pas clair du tout. Non, 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 si. Est-ce que c'est Permafungi a un espoir d'un moment renverser la vapeur et Est-ce que c'est devenir scalable et que la alors pleurote peut devenir bon marché grâce à tout ça? oui, mais maintenant justement, c'est là où c'est intéressant, c'est que en fait, pour l'instant, Permafungi est obligé d'internaliser pas mal de coûts. Typiquement, aujourd'hui, le marc de café, il n'y a pas une collecte spécifique sur le marc de café, il n'y a pas un acteur, que ce soit public ou privé, qui a mis en place toute l'infrastructure et le réseau de valorisation du marc de café. Évidemment, Permafungi, le jour où tout ce qu'il a à faire, c'est aller voir un fournisseur de substrat qui lui fournit du marc de café. Bon, je pense que pour l'équipe de Permafungi, ça va être beaucoup moins fun comme modèle, mais pour plein d'acteurs, on va densifier l'offre. Pousser de la pleurote sur du marc de café à partir du moment où le substrat marc de café est vendu aussi facilement que le substrat que les producteurs de champignons peuvent s'acheter de manière industrielle, le challenge est beaucoup moindre et le coût à la production est nettement réduit. Donc, clairement, il y a quelque chose à scaler. Par contre, justement, nous, on est en train d'accompagner dans l'intervalle entre ces deux moments, Permafungi, justement, plus sur une offre d'économie de la fonctionnalité, justement, comment vendre le service. Parce qu'on se rend compte que le modèle de Permafungi intéresse pas mal de grandes entreprises qui, justement, ont un gros flux de marc de café, qui n'est pas problématique pour eux, parce que fondamentalement, le marc de café, ils le filent juste en déchets résiduels, ça coûte rien à traiter, donc ils n'ont pas de gros stimulants de ce côté-là. Par Alors, contre, pardon, oui, excuse-moi, non, vas-y, termine jusqu'au bout, pardon, parce oui, que oui. désolé. Vas-y. Non, non. Non, non. Par contre, justement, les grandes entreprises sont intéressées par le modèle Permafungi parce que ça leur permet de valoriser aussi quelque chose d'assez fort, pardon, pour les employés. Et donc, il y a un vrai projet qui peut être intéressant pour les employés à partir d'une certaine taille d'entreprise qui a pas mal de marc de café à installer une petite unité Permafungi, installer une petite unité de Permafungi pour... Ok, bon. Ma compagne. Tout à fait, voilà. c'est tout à fait, c'est normal, c'est Twitch, ça arrive à plein de moments. Moi, j'ai déjà eu largement le coup. Je m'organise parce que c'est plus répétitif, mais t'inquiète pas. Et donc, tu disais par contre, parce que ça chatte à crever, donc je vais scroller pour être sûr de ne pas perdre les trucs. Voilà, dis-moi. Vas-y. Donc, tu disais par contre, tu allais terminer sur un truc. Non, mais juste, je disais, par contre, ça intéresse les grandes entreprises qui peuvent valoriser justement cette démarche-là auprès des employés et de leurs consommateurs. Et donc, justement, de bénéficier de ça pour créer des externalités positives à leurs stakeholders. Et ça peut créer suffisamment de valeur pour que justement, Permafungi ait même plus besoin de vendre de champignons. Mais il vend le service et la création de valeur pour les employés compense largement les coûts de production de Permafungi. Et c'est là où on se rend compte qu'il y a pas mal de gains à avoir justement sur des relations assez synergiques, symbiotiques qui peuvent se mettre en place entre les acteurs comme ça. Alors, j'ai quelques bonnes questions. Alors, Swiss Ball Basic demande quel est le lien entre économie circulaire et les modèles as a service? Gagnant-gagnant? Point d'interrogation. Donc, effectivement, on en a vaguement, je ne sais pas si tu étais là ou pas, Swiss, on en a parlé, le modèle as a service, c'est un modèle économique et clairement, il est
il est hyper positif et il va en tout cas, alors c'est pas dans 100% des cas, il faut toujours considérer, mais toute chose étant égale, si tu proposes quelque chose comme un service plutôt que de le vendre, il y a une direction beaucoup plus vertueuse parce que la convergence des intérêts des utilisateurs et du fabricant sont beaucoup plus proches. Alors que si tu fais de la vente, ben, il y a une divergence d'intérêts sur le fait que toi tu dois en acheter le moins possible et que lui veut t'en vendre le plus possible. Donc Oui, voilà. bah, c'est clairement ça. Et tu parlais tout à l'heure du take-back system. En fait, moi, enfin, c'est quelque chose d'assez remarquable. En fait, en Europe, on essaye depuis des décennies de mettre en place des systèmes de ce qu'on appelle la responsabilité élargie du producteur, et donc de faire en sorte que le producteur reste responsable de son produit. Et en fait, on se rend compte qu'il y a pas meilleur moyen de rendre responsable le producteur que via l'économie de la fonctionnalité, où il garde la propriété et il peut va vendre la propriété de l'objet, quoi. Et c'est là où on a fait un bond en termes de responsabilité sur le produit, c'est quand le ownership, la propriété, reste vraiment dans le chef du producteur. On va beaucoup plus loin en termes de responsabilité que tout ce que l'imposition de responsabilité élargie a pu permettre jusqu'à présent. Donc oui. Il y a clairement un gros lien entre ces modèles et l'économie la circulaire. Et ben voilà, Suisse, je pense que ça c'est pas une réponse, c'est une méga réponse, donc ça c'est bien. Alors, Tanguy pose une question intéressante. Il dit la question utile, l'économie circulaire est-elle compatible avec le capitalisme? Sinon toute cette conversation est biaisée. Alors, moi, je pense avoir ma réponse, mais je vais laisser Anthony, qui est quand même notre invité, répondre. Mais c'est une très bonne question de nouveau. Mais Pour alors, moi, attention, je voudrais quand même t'interrompre, ouais. mais j'ai un très bon chat, hein. Je suis très fier de mon chat. On a une communauté, elle est gold, honnêtement. Franchement, c'est des gens bienveillants, intéressants. Mm. Ils sont pleins de curiosité. Enfin voilà, bref, vraiment, ils sont au top. Ils sont au top. Ah, donc voilà, je te redonne Oui. le. Euh, alors clairement pour moi c'est compatible. Maintenant la vraie question c'est est-ce que l'économie et le système capitaliste actuel ne doivent pas se réinventer. Clairement, aujourd'hui, le capitalisme tel qu'on l'a mis en place ne sera pas compatible par rapport à un système dont les ressources sont limitées. Le gros problème qu'on a actuellement sur le capitalisme, c'est qu'il s'est construit aussi sur un triptyque qui nécessite la croissance. Si on n'a pas de croissance, tout le modèle capitaliste tel qu'il est construit s'effondre. Donc là, on aura sans doute des grosses remises en question. Par contre, les idées autour du capitalisme, de pouvoir rassembler du capital pour pouvoir accélérer un projet, ça, je pense que ça va être conservé et que c'est nécessaire, même dans les projets d'économie circulaire. Oui, de toute façon, c'est ce que je disais dans la conférence que je donnais il y a 2 semaines. Quelqu'un me posait la question de savoir si on devait se passer de l'économie ou pas. Euh, je, allez, si le monde continue à s'améliorer et à s'améliorer, je ne doute pas qu'un jour l'argent soit inutile. Mm. Mais si tu veux ne pas qu'on termine tous en apocalypse brutale, on doit partir de l'économie, puisque le monde n'est Mais oui. qu'économie aujourd'hui. Donc on doit bouger cette pièce-là. Ou alors on attend que Et tout s'écroule et on prie pour avoir survécu et on c'est rebâtit ça. sur cette base-là. Mais sans ça, Mais justement, tu parlais tout à l'heure d'une intervention de Michel Bowens que tu vas avoir bientôt. Moi, je me rappelle d'une de ses conférences qui était très intéressante là-dessus. Il parle bah, justement du principe d'économie des communs. Et donc, il le comparait à l'économie de marché. Et pour beaucoup d'acteurs aussi, il y a la confusion économie de marché. Qu'est-ce que ça veut dire, économie capitaliste, etc. Pardon. ah, évidemment, quand tu parles du mot commun, dans la tête des gens, commun et communisme, ça fait comme ça. C'est ça. Euh, Mais du coup, lui, il disait quelque chose d'assez fort sur l'économie de marché, et justement pas du tout en critique ultime de l'économie de marché, mais il a dit il ne faut pas oublier que l'économie de marché, ça a été une grosse avancée. Avant l'économie de marché, on était dans une économie en fait de dons et donc de réglementation forte où on avait une non-liberté sur les prix. Et donc c'est vraiment entre guillemets une économie féodale où le seigneur décide de donner et il y a un mélange des codes. Et donc il ne faut pas
renier les avancées. Je pense que justement, comme tu l'as dit, il ne faut pas se dire on recommence de zéro, mais plutôt on construit de l'existant. Oui, clairement, dans le système actuel, on voit bien qu'il y a de tels changements de paradigme que ce que l'on considère comme la réponse absolue à tous nos problèmes n'est certainement plus la réponse absolue à tous nos problèmes. Il faut les réinventer. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit tout jeter à la poubelle et recommencer de zéro. Il faut s'appuyer justement sur ce que les systèmes nous ont appris pour l'instant et apprendre du bon comme du mauvais. Merci pour le follow, Eugène. Et donc voilà, merci Anthony. Alors le chat, comme dirait Mathéouche, mon comparse qui est absent pour problème technique aujourd'hui, j'ai un chat qui porte un peu plus à gauche qu'à droite. Et alors c'est marrant parce que je ne pressens pas que c'est ton cas, mais j'ai souvent des invités qui sont CIO ou tout, donc plutôt fortement de l'autre bord. Donc j'ai un espèce de disconnect entre les deux. Mais bon, bref. Pourquoi est-ce que je disais ça? Parce qu'on parlait donc d'économie, de commun. Alors l'argent spéculatif est inutile, l'argent n'est pas utile. Ok, Tanguy, d'accord. Non, l'argent spéculatif est inutile, l'argent n'est pas inutile. On a rien dit d'autre, je pense, mais bonne remarque. Alors Sarah dit moins il y aura de déchets, moins il y aura d'économie circulaire. Question. Alors non, je te laisse répondre, mais pour moi, s'il n'y a plus de déchets, c'est qu'on a totalement circularisé l'économie. Donc c'est plutôt l'objectif de l'économie circulaire, c'est d'arriver à zéro déchet. Mais exactement. Oui, justement. Il est bien cet invité, il est d'accord avec moi. Ouais, oui, il est toujours d'accord. Mais oui, clairement, c'est pour ça que j'insistais sur le fait que l'économie circulaire ne se limitait pas au recyclage. Et justement, ça, c'est un des écueils qu'il faut absolument éviter. C'est que le problème, c'est si on construit une économie du traitement de déchets, alors on justifie l'existence du déchet. Et donc là, en fait, on crée tout un ensemble d'acteurs économiques qui ont besoin d'un flux de déchets constant pour exister. Alors que justement, dans l'économie linéaire, l'économie circulaire, ce qu'on veut faire, c'est éliminer cette notion de déchet et faire en sorte que justement, on n'ait plus la production par nos sociétés de déchets, mais par contre, ça veut dire qu'on aura toute une économie qui va penser en amont comment éviter ce déchet, au niveau du design, au niveau de la production, au niveau aussi de la phase d'utilisation. Aujourd'hui, en fait, on l'a un peu dit, c'est l'essentiel. Alors, on peut comprendre que certains actes commerciaux passent par la cession de propriété, mais il faut bien comprendre que là, quand on a l'essentiel des actes commerciaux qui passent par une cession de la propriété, c'est plus un modèle économique, c'est un dogme économique. On a juste mis ça en place et tout le monde s'est jeté sur la balle. Et là, en fait, il faut vraiment démontrer qu'il y a des endroits dans l'économie où il y a un intérêt justement à vendre le service associé au produit et pas que le produit. Et c'est là où justement, je pense qu'on a tout un boulevard de création d'emplois, de création de valeur économique dans l'économie circulaire qui est bien plus important que la dernière catégorie de modèles économiques dont je parlais, le close the loop. Aujourd'hui, on associe encore trop l'économie circulaire à la fermeture de boucles. C'est un élément important, mais c'est loin d'être le seul. Et moi, je vois beaucoup plus d'opportunités économiques justement sur use it better et make it last. Comment faire en sorte que la phase d'utilisation marche mieux. Clairement, en fait, à partir du moment où on va dans cette direction-là, on rend le truc plus optimal. Et qui dit plus optimal, dit plus de valeur délivrée. Donc, en fait, quand les gens, et surtout les entreprises réaliseront le bénéfice de ce genre de direction, voilà, et surtout une fois qu'il y en aura un qui aura montré la voie, une fois qu'il y aura un qui aura montré tout le bénéfice qu'il y aura de vendre son produit en service, d'être complètement circulaire, de complètement réutiliser le truc, de monter en valeur, voilà, les autres vont tous s'engouffrer dedans. Là maintenant je suis persuadé que 2021 en termes de transformation durable, ça va être la course, la ruée vers l'or, parce que McKinsey a balancé son rapport Anticiper la crise, et que maintenant maintenant que c'est McKinsey qui le dit, c'est que c'est vrai. C'est surtout c'est qu'il y a un impact économique et un bénéfice à le faire. Donc, en fait, devenir durable, c'est un bénéfice économique. Ok, fallait me le dire tout de suite. Ouais. Okay. Non mais donc voilà, c'est assez aberrant, mais quand tu penses, heureusement on arrive à une époque où ça y est quoi, ça devient moins cher d'acheter une cuillère en inox et de la garder 20 ans que d'acheter des cuillères en plastique pendant 20 ans tous les jours pour l'acheter. Il était temps. L'argent est bon quand il est circulaire, dit Tanguy, qui est un peu notre punchline maker du groupe.
Alors, les parkings et interparkings sont vides, comment les rendre circulaires? Ben, ça, figurez-vous qu'on a déjà pas mal réfléchi à la question. Il est bien cet Et en invité. fait, oui. Et en fait, en région Bruxelles-Capitale, on a activé en 2018 une réflexion autour de l'occupation temporaire. Et ça, justement, c'est quelque chose qu'on comprend moins bien dans l'économie circulaire. Quand on pense économie circulaire, on pense réutilisation d'un meuble ou recyclage d'une canette. Mais en fait, on est entouré d'infrastructures qui sont sous-utilisées ou mal utilisées. Et là, justement, je pense qu'il ne faut vraiment pas négliger les intérêts, justement, de mettre en place des modèles économiques pour mieux valoriser les espaces existants. Et sur Interparking, là, je pense qu'on a vraiment des modèles très intéressants, dont un modèle bruxellois qui a aussi été accompagné par Hub, même s'ils ne se revendiquent pas directement d'économie circulaire, pour moi, ils sont en plein dedans, c'est Bipark. Et moi, ce que je trouve très intéressant, enfin, je ne sais pas si tout le monde connaît Bipark, c'est le système en fait de pouvoir louer une place de parking d'un particulier qui n'est pas sur sa place de parking pendant la journée. Et donc, en fait, c'est juste génial. Ils ne sont pas obligés de redévelopper un nouvel espace de parking. Ils utilisent des espaces de parking qui sont structurellement vacants parce que c'est un espace de particulier qui, lui, a sa voiture au travail pendant que vous utilisez sa place de parking pour vous être au travail. Et donc, c'est génial. Et là aussi, où je me dis, Interparking doit pouvoir se réinventer là-dessus, pouvoir réfléchir à comment je fais en sorte que mes espaces qui sont vides puissent justement être valorisés quand ils sont vides. Et c'est pour ça que je parlais d'occupation temporaire. On a une vacance de bureaux à Bruxelles qui est énormissime et très peu de propriétaires qui ont la créativité pour réinventer ces espaces et qui préfèrent justement, on parlait de ça, jouer la spéculation et attendre que le bien puisse regagner en termes de valeur immobilière. Soit la spéculation, soit le manque de vision, parce que justement on vit dans une époque où il y a trop de gras. Et donc, on n'est pas forcément habitué à optimiser tout. Mais si tu regardes, moi ici dans mon quartier, tout le monde, on va dire qu'on est 500. Il y a 500 machines à laver, il y a 500 séchoirs, il y a 500 foreuses, peut-être même 600. Enfin, tu vois, et donc il y a plein de trucs qui pourraient être mutualisés. Au lieu d'avoir ta Makita, enfin non, Makita c'est une bonne marque, ta briqueux de merde que tu vas utiliser 2 fois et qui va casser, tu pourrais avoir une Makita de compète intersidérale contrôlé par l'esprit qui défonce tous les murs au laser et tu en aurais accès à chaque fois que tu en as besoin, mais tu aurais pu fédérer pour, au fin de compte, moins d'argent chacun, du bien meilleur mal. Enfin voilà, c'est juste que les gens ne réalisent pas encore la valeur et dans leur narratif, ça les emmerde. Ils préfèrent avoir, surtout qu'en plus ici, bon, j'ai une région où les gens ont un peu les moyens, donc ils se disent, moi j'ai ma Makita pour 2 minutes, tu vois, je m'en fous de la prêter. Mais c'est de nouveau une aberration parce qu'il pourrait faire autre chose avec sa thune. C'est juste qu'il a l'impression qu'il a assez de thunes que pour la gaspiller quelque part. Oui, mais là, tu vois, de nouveau, je pense que c'est une économie qui s'est enfermée dans des réalités qui sont d'un autre temps. Parce que autant, tu prenais l'exemple de la foreuse, autant dans les années 80, c'était normal que chacun ait sa foreuse parce que fondamentalement, c'était difficile de pouvoir se l'échanger. Aujourd'hui, avec la couche de technologie d'information qu'on a, qu'est-ce qui nous empêche d'avoir des logiciels performants qui organisent ce partage, qui permet de savoir quand c'est que l'actif est utilisé, pas utilisé, en état d'être réparé, pas en état d'être réparé? C'est complètement possible aujourd'hui. Et c'est là où je pense qu'il faut vraiment qu'on ait un changement sociétal qui suive aussi les capacités de nos technologies, parce que pour beaucoup, en fait, on reste encore, comme tu viens de le dire, sur « Ah bah oui, j'ai les moyens et je veux ma foreuse qui soit disponible en continu chez moi dès que j'en ai besoin. » Mais en fait, en réalité, si on aurait un système de partage efficace, peu importe qu'elle soit dans ma cave ou que je la commande et qu'elle soit prête très rapidement, quoi. Tout à fait. Alors, il n'y a pas de groupe Facebook qui permet des échanges d'outils. Alors, si, il y en a plein. Et je pense que c'est comme les vides-greniers. Je ne comprends pas pourquoi ça marche, parce que pour moi, ce n'est pas le bon paradigme. Donc, globalement, je pense qu'il vaut mieux aller sur une plateforme où tu peux faire des recherches et poster tes objets. Parce que comme ça, au moins, tu mets à disposition un stock et tu peux l'exploiter. Ce que je déteste dans les groupes, ça veut dire que globalement, tout le monde crie « Qui c'est qui a une foreuse à prêter ?» Et donc, le nombre de fois où ton attention va être prise pour un truc qui t'est pas utile, je trouve ça suboptimal.
Mais voilà. Après, qui suis-je pour donner les conseils à ce niveau-là? Les vides-greniers, c'est comme ça et ça marche à mort. Alors que tout le monde se fait chier à être dérangé tout le temps. Mais donc voilà. Bref, Mm. petite. Mais par petite- contre, tu as aussi Tournevis sur Bruxelles, qui est vraiment génial Il y a, pour tous ceux qui veulent. il y a Tournevis et il y a une autre application d'un gars qui est ici dans le coin que je voudrais d'ailleurs inviter, mais il faut juste que je me rappelle qui m'a envoyé le lien d'un gars qui fait exactement ça aussi. Donc il y en a plein et clairement le Oui. digital peut aider. Après, moi par exemple, ce que je voulais essayer de faire aussi, c'était changer le narratif dans mon quartier pour à terme essayer de développer une sorte de truc à outils avec une application locale où tu fais ton check-in et ton truc, mais ce serait beaucoup plus local, ce serait beaucoup plus... Mm. Mais voilà, ouais, je pense qu'effectivement le digital à ce niveau-là est super pratique. Alors, personne n'est gras. Puis-je être riche et circulaire? Je ne parle pas de morphologie. Bah oui. Enfin, à mes yeux, ça n'a rien à voir, non? Ben, la grosse question pour moi, c'est quoi être riche, déjà. Et tac! Mais par contre, effectivement, là, on revient aussi un peu sur la notion capitaliste slash circularité. En fait, on est sur un vrai problème de société, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que les ressources sont limitées. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on choisit de faire? Est-ce qu'on choisit d'accumuler quand même ces ressources sur certains individus et laisser certains individus sans aucune ressource? Ou est-ce qu'on choisit de changer le modèle? Pour l'instant, on est encore dans un dogme qui a fait le succès aussi du modèle actuel de libéralisme axé sur la croissance. C'est que pour l'instant, en fait, on est toujours persuadé que le gâteau, en fait, est en train de grandir. Donc c'est pas un gâteau limité qu'on doit se partager à plusieurs, c'est un gâteau qu'on arrive à faire grandir par magie et donc le but c'est de faire grandir le gâteau. En fait, si je simplifie, c'est le jeu que se fixaient tous les États et toutes les entreprises du monde pour l'instant. C'est pas comment on répartit le gâteau, c'est comment on fait grandir le gâteau. Sauf qu'on est de plus en plus en train de se rendre compte que le gâteau a ses limites, qu'on ne pourra pas le faire grandir éternellement, et qu'il faudra peut-être commencer à réfléchir à est-ce que c'est correct que j'ai 40% du gâteau, sachant que je préserve du coup une partie plus importante pour moi que pour les autres. Donc ça, c'est une vraie question à avoir maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire être riche? De quoi on a réellement besoin et qu'est-ce qui nous permet de nous accomplir? Oui, tout à fait. C'est pas, je pense qu'il y a une partie du truc qui est en train de changer, mais c'est pas près d'être apparent dans le narratif en tout cas. Ça arrive, hein, je pense, mais ça va être un peu long à accoucher, et surtout, je pense qu'il y en a qui vont avoir du mal à lâcher. Oui, clairement. Rendez l'antenne, rendez l'antenne. Et donc voilà, bref. Alors, le chat, ça parle pas mal. Les groupes Facebook, les fermiers font cela avec les moissonneuses-batteuses qui se prêtent entre eux. Ben voilà, oui, mais parce que justement, c'est des ressources très coûteuses et que donc c'est bien de les mutualiser. Je crois qu'il y a une vraie problématique dans le fait du calcul du coût réel et du coup, on pense qu'il y a des trucs qu'on s'en fout de le gaspiller ou d'avoir 100 modèles, même si ces 100 modèles doivent dormir 99% de leur temps dans une cave, c'est des choses on préfère, pardon, excusez-moi, mais j'ai un peu l'impression de sortir de 4 heures de stream. Ah, ouais, c'est vrai. Et donc voilà, je commence à le sentir. Alors, personne n'est gras, ça je l'avais déjà fait. Oui, je mentionnais les groupes, ok. Donc Tanguy dit c'est bien les applications de prêt au Canada, mais c'est tellement grand qu'il faut aller emprunter sa forêt en hélico. Est-ce que c'est vraiment écolo? Être riche ne veut pas rendre les gens pauvres selon moi. Non, non, clairement, c'est pour ça que je dis, je pense que en circularité, enfin, tu pourrais avoir un monde inégalitaire et 100% circulaire. Voilà, selon mon avis. Je pense qu'il faut effectivement faire de l'égalitaire, mais enfin, après, peut-être que toi, Anthony, tu n'es pas d'accord parce que ta notion de la circularité est peut-être plus macro, hein, mais pour moi, une économie circulaire, c'est une économie qui ne fait pas de déchets, ça n'a rien à voir avec le sociétal. Tu pourrais avoir un truc 100% circulaire, néolibéral à crever, en fait. Oui, clairement, mais c'est là où on doit faire des choix. Pour moi, le réellement circulaire doit intégrer justement une notion
de social. Mais par contre, effectivement, on se rend compte qu'il y a toute une application du circulaire qui peut le faire très bien sans y aller. Mais c'est pour ça, ce qui est important aussi de comprendre dans le circulaire, c'est qu'il n'y a pas il y a plusieurs gradients dans le circulaire. On n'est pas obligé d'être à 100% dans le circulaire. On peut très bien adopter une offre en économie circulaire sans que l'entreprise s'insère dans une gouvernance qui s'inscrit complètement dans la circularité. Donc, Tout à fait. Alors Tanguy est plutôt d'accord. Je vois que Tanguy s'insurge dans le chat en disant quoi? Ben non, le circulaire intègre le social. Donc lui est beaucoup plus d'accord avec toi. Mais effectivement, voilà. Donc peut-être que en fin de compte, la définition admise de la circularité, et c'est un peu comme la donut economy, dont je réalise maintenant que j'espère que tu m'as pas envoyé les slides parce que sinon ça veut dire que je les ai pas vus passer, que je les ai pas intégrés. Mais on va pas se formaliser, non. mais tout d'un coup, je dis, tiens, c'est marrant, on en avait parlé de notre économie tout à l'heure au téléphone. Et donc, effectivement, j'entends bien, hein, mais je dis, quelque part, si tu te concentres uniquement sur le côté déchets, alors on peut comprendre que d'une certaine forme, la misère sociale est une forme de déchet du système, pas les gens victimes de la misère, hein. La génération de misère. Et donc, dans ce cas-là, je vous rejoins. J'étais juste Ouais, beaucoup plus axé sur le matériel. Mais j'entends, c'est ça. ça a du vrai. Ça a Moi, du... c'est plutôt pour faire du lien avec le début de notre conversation aussi sur les changements de société. C'est-à-dire que pour moi, tant qu'on dit aux gens le gâteau va grandir, tu as un narratif qui permet d'accepter les inégalités. Parce que concrètement, j'ai pas besoin de te prendre ta part pour gagner, tu vois. Par contre, à partir du moment où on va dire aux gens le gâteau est limité et voilà exactement la taille du gâteau, ça va être beaucoup plus difficile de dire et moi, de ce gâteau, j'ai 50% et vous, vous devez tous vous battre pour avoir un petit pouillème de pourcent. Et en Et c'est fait, là, oui, je te rejoins. J'apporterai un modulo. Donc, je pense qu'en fait, et c'est tout le principe de la donut, en fait. C'est se dire, OK, mm, on sait qu'on a un seuil, maintenant, ce seuil, on peut le faire grandir. Et donc, comment est-ce qu'on le fait grandir? Comment est-ce qu'on envisage le truc? Admettons que, par exemple, je ne sais pas, moi, le space mining, par exemple, devienne une réalité et que on arrive sans développer de l'équivalent d'explosion nucléaire en rebalançant les minerais sur la Terre, parce que même si tu vas les chercher dans l'espace, faut encore les redescendre sans que ça détruise tout en bas. Mais on pourrait imaginer du coup que le gâteau puisse grandir ou parfois rétrécir. Et donc, mais ok, dans ce cas, voilà. mm, J'étais de nouveau pas complètement aligné sur le concept. Je dis, mais enfin, oui, effectivement, il a raison, mais pas que. Mais voilà, je comprends ce que tu veux dire. Et donc, effectivement, on devrait avoir un indice de la taille du gâteau en 2020, la taille du gâteau en 2021. Non, mais c'est vrai, parce que ça peut changer tout oui. le temps. Mais en fait, comment arriver là-dedans sans le communisme? Alors, je m'explique. Ou une forme de communisme. À partir du moment où tu as 1000 points de ressources à dépenser dans le monde. Et c'est le principe de l'économie circulaire. Oui. Regardez, ça, c'est la limite des ressources. Ok, j'ai 1000 points. Bon, ben moi, pour fabriquer mes capotes, j'ai besoin de 10 points. Ok, 10 points, ok, 10 points, dans le caoutchouc, 10 points. Oui, mais attends, il y a le fabricant de bottes lui, il en a demandé 10 000. Moi, j'ai plus 1000 points à te donner. Ah ouais, mais les gars, je veux bien, les bottes, c'est important, mais tu vois, et donc, à un moment, on va. Alors, je sais, je Non, non, paraphrase, j'extrapole, mais c'est bien là qu'on arrive, quoi. mais justement, pour moi, ton exemple est excellent parce que justement, c'est la base même de la réflexion d'économie de marché. C'est-à-dire que l'économie de marché préfigure aussi un système où les ressources sont limitées et où justement on met entre guillemets en enchère ces ressources pour les plus offrants et ceux qui ont la capacité de remettre la meilleure offre. Donc pour moi c'est la même chose. Par contre là où ça va nous amener à réfléchir très différemment, si on comprend cette limite des ressources, c'est que ça va nous amener nous à arbitrer beaucoup plus dans la vie. Et donc à se poser vraiment la question, mais tu vois, enfin un peu des lieux communs qu'on dit toujours, mais qu'on est très peu à pouvoir appliquer, c'est à être plus dans l'être que dans l'avoir. Et donc à partir de ce moment-là, justement, la richesse ne va plus se définir par avoir une grosse voiture ou une villa, mais plutôt par se dire, ok, qu'est-ce qui me permet moi de m'accomplir personnellement, qu'est-ce qui me permet de m'éclater. Et on ne rentre pas du tout pour moi, si c'est bien fait, dans un système communiste, mais plutôt dans un système où
le poids de nos décisions est beaucoup plus important. On ne va pas se contenter de se dire, aujourd'hui, en fait, fondamentalement, tous les choix nous sont ouverts. On est tous, je pense, à suivre cette émission, dans une situation de ressources qui veut dire que fondamentalement, demain, si on a envie de prendre un billet d'avion pour aller à New York ou d'arrêter nos boulots pour aller faire autre chose, le choix est ouvert. Je ne dis pas qu'il est sans conséquences, mais il est ouvert. Il y a toute une partie de la population pour laquelle ce n'est pas le cas. Et donc, je pense que ça va nous amener aussi à réfléchir sur le fait que les ressources sont abondantes mais limitées. Et du coup, il faudra réfléchir aussi à qu'est-ce qui est vraiment important dans nos vies et qu'est-ce qu'on a envie de réaliser. Et là, justement, c'est pas de se dire tout le monde doit être dans un système communiste où tu as le droit à une chaise, une table, une petite voiture, mais de se dire, ok, moi j'aurais peut-être pas du tout de chaise ou pas du tout de table parce que ce qui m'intéresse, c'est autre chose. L'égalité et plus l'égalitarisme. Le problème du communisme, c'est Exactement. qu'on est arrivé à l'égalitarisme parce que quelque part, il fallait bien prendre un postulat et comment est-ce que tu fais. On aurait pu imaginer qu'ils reçoivent tous de l'argent et qu'avec ça, ils puissent acheter ce qu'ils veulent et que tout le monde ait la même quantité d'argent et puis qu'après, ça parte librement. Oui. Mais de nouveau, en fait, on aurait terminé dans un pays nativement communiste qui aurait terminé par le capitalisme parce que les mecs un peu malins auraient arnaqué les autres, ils en auraient eu plus et puis voilà. C'est compliqué quand même de passer pratiquement un concept théorique en pratique. Hein. Enfin, ce qui Bon, est après, pratiquement. oui. Ah non, Mais mais c'est super intéressant, mais en fait, on se rend compte que c'est, à part de la régulation, à part de temps en temps un arbitrage citoyen qui dit attends, excuse-moi, mais on va reprendre ta rue de la loi et la moitié de ton argent de Monopoly. Mais En après, fait, enfin bon, là on pourrait en discuter longuement parce que c'est des sujets qui m'intéressent aussi mais beaucoup. on peut tout à fait se réinviter. Hein. Donc moi, Oui, c'est vrai. je pense, alors on est absolument libre au niveau du format. Pour être tout à fait transparent, je commence à être complètement rétamé, mais j'ai envie de la pousser jusqu'au bout la conversation. Donc toi, je ne sais pas si on n'avait pas discuté d'un timing, mais je ne sais pas si tu as encore du temps. Moi, je suis Non, moi ça va. ah bah Donc, alors, pas de souci. les gens, mais je voudrais au moins terminer la curation de ce chat déjà, et qui va plus vite que nous. Hein, donc, bon, y a Tanguy qui me demande quand je finirai par inviter un sociologue marxiste. Écoute, il faudrait que je trouve un futurologue marxiste, en fait, pour être complètement aligné avec le concept de mon émission, mais why not? Être riche égale pouvoir engager un ingénieur qui se construit la meilleure console avec des pièces détachées. Non, non. Alors il y a Mathéus qui fait une vilaine blague sur. Enfin voilà, il y a un coup bas avec mes. Voilà, il me demande si avoir un 4x4 et une décapotable, c'était être riche. Il faut savoir, j'ai une vieille décapotable toute pourrie et un vieux 4x4 tout pourri, mais bon, soit. Voilà, il se moque de moi. C'est habituel. Donc être riche, c'est fabriquer son cockpit 747 pour jouer à Flight Simulator. Ok, communisme n'est pas soviétisme et ni maoïsme, on est bien d'accord. Mm. Donc voilà. Donc tac. Est-ce que alors Sarah qui dit mais il y a toute une économie qui va s'écrouler. Est-ce que l'économie circulaire pense à réformer les gens, le luxe, les jeux, le magasin, tout le futile? Très bonne question, mais pour moi justement, on a eu souvent cette discussion avec mes collègues et avec des amis. Tout le futile n'est pas du tout futile justement, et donc pour moi c'est justement les premiers secteurs qui doivent être réimplantés. Le secteur du culturel, le secteur du jeu, le secteur du tourisme doit absolument être réinventé pour recréer les narratifs qui sont nécessaires aussi pour les gens, quoi. Justement, aujourd'hui, on est dans un système où on considère tout ça comme du luxe et du futile, alors qu'en fait, c'est la C'est de clé, c'est le l'essentiel. Hein. ciment, oui, c'est le ciment de nos sociétés, en fait. Sans cela, on s'effondre. Sans une notion de divertissement, de culture, on n'a plus de sens. Et sans sens, en fait, une communauté s'effondre sur elle-même, quoi. Donc pour moi, c'est clé, justement, de repenser ces modèles. Et peut-être un point sur lequel j'ai pas encore beaucoup traité, c'est que on est vraiment dans une phase de transition. Donc clairement, on doit réinventer progressivement les modèles. On ne pourra pas changer du jour au lendemain tout vers une économie circulaire. Il faut changer à la même vitesse justement que les changements sociétaux. Et ça, c'est bizarrement un truc que je fais beaucoup avec les entreprises. C'est-à-dire qu'en accompagnement en économie circulaire, une grosse partie de mon boulot, moi, c'est de modérer les ardeurs des entrepreneurs en économie circulaire pour que leur modèle continue à avoir
un pied, entre guillemets, dans la réalité. Donc être visionnaire, mais aussi très pragmatique pour pouvoir aussi s'en sortir dans la phase de transition. Parce que si on veut aller aujourd'hui vers le nec plus ultra de l'économie circulaire, on se déconnecte complètement des réalités économiques et des besoins, enfin en tout cas des préconçus de nos consommateurs. Et donc ça, c'est vraiment aussi important d'avoir la vision, mais de procéder par étapes pour pouvoir y arriver de manière efficace. Alors, excuse-moi, j'ai le sourire depuis tout à l'heure parce que en t'écoutant, je screen quand même le chat et donc je pense que Sarah vient de plier le game de la meilleure vanne de tout le bazar, puisqu'il y a Matt qui demande il y a des jeux circulaires et elle répond la roulette. Et donc voilà, bravo Sarah, je t'offre le point de la meilleure vanne de la soirée, honnêtement. Alors, boum, Darty, la roulette, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce qu'il travaille avec des psychologues? Très bonne question. Non. Par contre, je travaille plutôt avec des scientifiques dans tout ce qui est sciences comportementales, mais pas vraiment psychologue. Donc plutôt des gens qui travaillent en sciences économiques sur le comportement des consommateurs. Ça, oui, pas mal. Notamment, en fait, là, on travaille avec une doctorante qui travaille sur tout ce qui est comment, en fait, une pratique devient usuelle. Et donc, en fait, comment faire en sorte que quelque chose qui, 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 qui se fait de manière occasionnelle devient une habitude chez les gens. Parce que justement, elle a remarqué, notamment dans l'économie de la fonctionnalité, que des gros blocages chez le consommateur, c'était plutôt d'en faire une habitude. Tout le monde est séduit sur le principe, tout le monde l'a testé une fois dans sa vie, mais en faire une habitude, c'est compliqué parce en fait, on se crée en fait toutes des pratiques usuelles qui sont souvent inspirées de la culture, des cercles sociaux et familiaux, etc., de la position géographique. Enfin, il y a un ensemble d'éléments qui entrent en jeu dans la mise en place de pratiques usuelles dans le comportement. Et c'est pas si évident. Et on le voit sur plein de nouvelles, entre guillemets, pratiques qui prennent un peu de temps avant de rentrer dans les pratiques usuelles, qui restent des pratiques accessoires jusqu'à devenir une habitude. Il va C'est le être cas pour le temps. bio. Pardon. Non, Vas-y. non, je dis, il va être temps de trouver le Tony Robbins, non plus du développement personnel, mais du développement sociétal, quoi. Mhm. Va falloir, parce que voilà, en fait, Tony Robbins, il fait aux individus ce qu'on doit faire maintenant, c'est-à-dire changer des comportements pour atteindre des résultats souhaités, alors, loin de moi la comparaison hasardeuse, parce que c'est même pas une comparaison, c'est juste une connexion d'idées, mais clairement c'est une des motivations de Futur Immédiat. Mhm. C'est pas vraiment donner le Tony Robbins du changement sociétal, ceci dit c'est un bold statement, hein, quoi qu'il arrive, mais c'était vraiment inspirer les gens sur plein de perspectives différentes et permettre à l'imaginaire de se développer. Mhm. Comme dirait Étienne Klein, l'idée du futur est plus riche que le futur lui-même. Si tu penses pas à ton futur, tu peux pas en avoir. Donc il faut de toute façon déjà imaginer un futur, et pour ça, eh ben, il faut se poser la question de comment on fait pour changer le présent. Et donc c'est là que je trouve ça super riche d'avoir ces discussions. Et voilà, je pensais pas qu'on allait parler de marxisme ou d'économie avec Tanguy qui rebondit là-dedans, mais c'est clair que il y a les modèles utopistes du 19e siècle à redécouvrir aujourd'hui. Eh bien, Tanguy, honnêtement, si tu veux une fois venir en parler dans le live, moi je serais super ravi de te recevoir, hein. Donc, non, non, et même une discussion à plusieurs. Enfin voilà, on peut souvent, on peut challenger ça. Il faut savoir que ici, c'est vraiment très axé plutôt business, Mhm. mais je pense sérieusement faire une série sur un autre jour sur tout ce qui est fiction. Justement, le récit, comment le récit peut jouer un vecteur fondamental dans le changement. Bref, alors, est-ce que vous avez des questions dans le chat ou est-ce qu'on arrive doucement au bout du chat? Un conseil de lecture, Charles Fourier. Ben écoute, je vais avoir des heures de déblayage de ça dans mon Discord. Anthony, est-ce que toi tu as un point que tu trouves fondamental que on n'aurait pas abordé sur l'économie circulaire et que tu voudrais amener au chat? Non, je pense qu'on a vu assez large. Je pense juste, pour rebondir à ce qu'on dit au marxisme, etc.,
moi, en conseil de lecture, bah voilà, enfin, comme ça vous saurez tout de suite, je conseille des ouvrages de Piketty qui proposent justement des choses très intéressantes pour la redistribution des capitaux. Et je conseille aussi les ouvrages de Jean Tirole, qui est moins connu, mais qui est prix Nobel d'économie, qui est toulousain, la ville où j'ai fait mes études. Jean Et, Tirole, oui, comme le et, yodel, quoi. oui, oui, oui. Et en fait, il a écrit un bouquin très intéressant sur l'économie du bien commun. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est dans cette réflexion-là, on a mis beaucoup l'accent sur... en fait, dans l'économie de marché, on a fait vraiment super attention à la création de monopoles dans les acteurs économiques. Parce que si on a un acteur qui a un monopole sur une économie de marché, on a tout de suite en fait le jeu qui est complètement faussé et tout le bénéfice de la mise sur marché entre l'offre et la demande qui est perdu. Par contre, on ne l'a pas fait au niveau des individus. Et donc, en fait, on a créé des systèmes qui organisent très fort la surveillance des monopoles entre acteurs économiques. Mais par contre, on a fait comme s'il y avait une sphère vertueuse du côté individuel, personnel, qui éviterait des monopoles. Et en fait, on se rend compte que pas du coup. On a une société propriétariste qui a tendance à encourager justement au niveau personnel la construction aussi de monopoles individuels et ça on a des économies et des sociétés qui ne sont pas à même de le traiter et justement en fait je trouve que c'est deux auteurs qui ont pas mal travaillé là-dessus et qui sont assez intéressants. Écoute, voilà. Merci beaucoup pour ces conseils de lecture. Et merci Mdaku pour le follow. Ah ah, je me demandais quand le Padawan finirait par me follow. Ça y est, c'est ce soir. Merci Mdaku. Et donc voilà, Mdaku c'est le fils de Mathéouche qui fait aussi partie de notre univers et qui passe régulièrement, surtout chez Mathéouche évidemment. Mais donc voilà, il appartient à notre univers référent. Et il était sur Twitch bien avant nous d'ailleurs. Et donc voilà, il doit se dire merde, mon endroit n'est plus si cool, mes parents ils traînent. Enfin, mon père et ses amis ils traînent. Bref, Anthony, je te dis merci beaucoup. Merci à toi. Merci à vous le chat et surtout respect pour avoir tenu 4h15. Quels amis. Voilà. Merci le chat pour avoir tenu pour certains 4h15. Voilà, c'est pas un nouveau record, mais quand même on est dans du très long là. Et sa question. Ah, attends, parce que j'ai un truc voilà. Qu'est-ce qu'il dit? Et ma question. Quelle question? Quels sont les pays et villes leaders en économie circulaire? Ah oui. Quels sont les pays et villes leaders en économie circulaire, Anthony? Très bonne question. Bruxelles est bien référencée, donc ça c'est un point important. Oui. Voilà, on a été repris plusieurs fois et on a reçu 2 prix pour ce qu'on a mis en place en termes d'économie circulaire. Amsterdam est super bien placé. La Finlande, pas en tant que ville, mais en tant que pays, a fait pas mal de choses et a lancé pas mal d'initiatives, notamment leur roadmap en économie circulaire, qui est assez reconnu. Voilà. Après, Paris aussi a fait pas mal de choses. Donc, en Europe, globalement, voilà, je pense qu'il n'y a pas de secret avec le Green Deal, avec les politiques, etc. Mais au niveau international, on est pas mal reconnu en Europe pour cette différenciation-là. Et je pense que justement, enfin nous, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais au sein de Hub, on s'occupe aussi de tout ce qui est internationalisation des entreprises. Et donc, on a un réseau de bureaux à l'international pour aider les entreprises bruxelloises à s'exporter. Et ce qui marche le mieux à l'international en ce moment, c'est ce positionnement-là sur le durable, le circulaire, parce que justement, c'est là où on a une vraie différenciation par rapport à des boîtes nord-américaines ou chinoises qui vont être très fortes sur d'autres endroits, mais qui sont moins bonnes là-dessus et qui sont demandeuses d'expertise sur ces domaines-là. Tout à fait. On en discutait la semaine passée avec Eric Lambin, où on se disait, il disait ouais, il y a des entreprises qui jouent le jeu, mais du coup elles sont défavorisées par rapport à leurs concurrents plus agressifs chinois et américains. Mais en fait, je pense que le narratif sociétal aujourd'hui va commencer à valoriser les entreprises européennes parce qu'elles sont plus avancées en matière de circularité, durabilité. Enfin voilà. Ça se déchaîne dans le chat. Alors il disait Tanguy est très intéressé par savoir si le Costa Rica est bien circulaire ou pas, où est-ce qu'il est.
hors Europe, parce que comme tu dis, le truc est bien placé, et Copenhague. Ah oui, effectivement, j'ai oublié, mais Copenhague aussi fait pas mal de choses sur le circulaire. Le Costa Rica, c'est intéressant comme exemple. Ils sont très bons, eux, en termes d'empreinte carbone d'émissions de polluants de toutes sortes. Ils font partie des premiers de la classe au niveau mondial. Par contre, justement, ils sont C'est dans des un... merdes en circularité. Non, pas du tout. Mais justement, en fait, ils n'ont pas développé non plus une économie linéaire très forte. Donc c'est ça, ils ont pas encore fait un shift en termes de scale extrêmement important sur leur économie pour dire qu'ils ont besoin de revenir en arrière avec une économie circulaire. Donc c'est ça qui est assez intéressant, c'est que pour l'instant, en fait, ils sont pas confrontés au même challenge. Et ça, c'est peut-être quelque chose dont on n'a pas beaucoup parlé, mais justement, quand une économie n'est pas dans une abondance perçue de ressources, elle a plutôt tendance à rester dans des modèles circulaires que linéaires. C'est vraiment quand la ressource commence à devenir abondante et qu'on peut en fait créer du déchet, c'est un luxe. Concrètement, on commence à créer du déchet que quand ça se justifie économiquement de créer du déchet. Et ça, souvent, en fait, on le voit, c'est sur le scale-up de process. Je vais accepter d'avoir 10% de pertes, mais parce que le gain que je fais me permet de couvrir 10% de pertes en déchets. Sinon, en fait, on n'a pas de perte, elle est inacceptable. Enfin, moi, par exemple, mon père est agriculteur et quand il a commencé, en fait, avec son grand-père, il n'y avait pas de monoculture. Et donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait pousser tout dans le champ et il y avait chaque millimètre du champ qui était utilisé, on jouait sur des symbioses au maximum. Qu'est-ce que ça impliquait? Ça impliquait en fait que le champ, il était beaucoup plus lourd à travailler. Il fallait plus de matière, de main-d'œuvre, d'énergie humaine pour travailler le champ. Mais la terre était limitée et donc on l'exploitait au maximum. Maintenant, on a été pendant longtemps dans un paradigme complètement différent. Et mon père, du coup, logiquement, est passé en monoculture parce que c'était la matière première qui ne coûtait plus rien. Mais par contre, le coût humain, lui, est devenu super cher dans notre économie. Donc, il se contente d'avoir quelques saisonniers. Mais par contre, de la terre, il peut l'acheter facilement. Du matériel, des machines, il peut en acheter facilement. Des pesticides et des fertilisants, il peut en acheter facilement. Donc, c'est devenu beaucoup plus intéressant de passer en monoculture qu'en permaculture. Là, c'est beaucoup plus intéressant. Et là, on revient sur un dogme qui encourage à repasser sur une économie circulaire. Donc, voilà, bref, pour l'explication. Écoute, non, je suis ravi que on ait rebondi post-conclusion avec la question de Tanguy sur ce truc-là, parce que ça aurait été dommage de ne pas avoir ce bout d'info en plus que je trouve très très riche. Et j'aime bien l'idée que le déchet, quelque part, c'est une philosophie de luxe. Et quelque part, on doit donc, c'est un peu comme dans la formation de tout à l'heure, le succès mène à la complaisance mène à l'échec, seul le paranoïaque survit. En fait, on doit réussir à avoir une attitude de perdant, ou en tout cas de futur gagnant, et ne jamais s'endormir dessus, quoi. Jamais se dire, tiens, on en a plein. Non, en fait, même une ressource abondante, elle est limitée, et donc sur une durée, ça veut dire qu'elle est très 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 faillible et qu'il faut l'économiser. En fait, dans une échelle où on continue à s'étendre et où l'humanité passerait le grand filtre, je veux dire, même si un jour on conquiert l'univers, si on ne fait pas gaffe, on finira par consommer tout l'univers dans une croissance infinie. Donc on doit poser cet avion-là, quoi. Mais pour moi, ça, c'est justement, comme tu le dis, un très bon test. Si on n'arrive pas à trouver l'équilibre sur cette planète-là, qu'est-ce qu'on va scaler comme modèle? Enfin, même si on réussit, on va juste amener nos problèmes dans le sac à dos et les reproduire au fur et à mesure, quoi. Donc voilà. Et là, on pourra vraiment être considéré comme le virus de l'agent Smith qui disait You are a virus, you reproduce, you move. Une fois que la zone est complètement dévastée. Enfin bref, voilà. Ouais. Super. L'ultime question, l'infini est fini ou fini? Tanguy, tu sors tout de suite. Que fait le modérateur? Écoute, alors je pense qu'il n'est pas compétent. Enfin, alors il est peut-être compétent, mais c'est pas pour ça qu'on l'a invité. Mais il y a deux théories. On en est où pour l'instant? L'univers est fini en expansion dans rien, hein, c'est ça? C'est ça la thèse actuelle ou c'est infini? C'est pas, c'est tout à fait hors propos. Voilà, ça dépasse mes compétences. Tu peux ça dépend. Tu vois, ça dépend, ça dépasse. Tanguy, on avait dit oui ou non? Eh bien,
Alors, sérieusement, Tanguy, on va discuter politique et futur de la politique. Ça m'intéresserait qu'on prenne un politologue ou quoi. Anthony, un énorme merci. C'était vraiment super intéressant et malgré que j'avais plus de jus du tout, je me suis réveillé et ça m'a vraiment intéressé. Donc, super. L'univers est donc circulaire. Je pense que je vais en dégager 2 si ça continue. Kill Yourself, Save the Planet, Kill Yourself. Bah oui, nous sommes une des grosses causes d'émissions au carbone, hein, donc effectivement, ne pas faire d'enfants et se suicider, même si j'invite pas au suicide. Hein. Et donc voilà, bref. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour discuter Future Thinking. Donc, je vais recevoir les élèves de l'ECS qui vont venir parler de leur expérience en termes de cours de futurologie et de création de scénarios. Donc, on va vraiment... Là, c'est ma première émission méta. Et puis on va recevoir Michel Boens la semaine d'après. Cette semaine qui vient, je vais aussi démarrer Watchdog Legion, puisque je lance une nouvelle série jouée et commentée par un futurologue avec des jeux uniquement qui se passent dans le futur. Donc ça, je vais commencer. Et donc voilà, on en est plus ou moins là dans les programmes à venir. Il y a Matt demain, n'oubliez pas Mathéouche demain à 21h sur un thème que tu peux nous communiquer ici si tu veux, Matt. Parce que tu étais censé le dire et du coup j'ai pas pris la peine de le mémoriser, mais vas-y, balance. Et pas oublier qu'il y a match demain. Tanguy qui commence à troller. Matt a fait 2 fois du streaming de match et du coup il est là cette semaine. Je ne sais pas. Bref, Mathéouche, tu peux ne pas hésiter à communiquer ton programme. Mais donc voilà, nous pour l'instant on avance là-dessus. Anthony, un énorme merci à toi, vraiment. Le chat, merci. Merci pour l'endurance dont vous avez fait preuve. Je suis impressionné par votre résistance. Et donc on se retrouve mardi prochain. Salut à tous. Ciao, ciao Anthony. Bonne soirée.